Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. Anthony, comment ça va? Ça va bien, Christophe? Et toi? Ça va super, ça va super. Christophe, on a passé notre prime en termes de physiquement pour peut-être se joindre à une équipe sportive professionnelle, mais que dirais-tu de te joindre à une équipe professionnelle e-sport? Écoute, je suis pas contre l'idée, mais je pense pas qu'ils vont vouloir de moi. Question e-sport, je suis pas meilleur que question sport. Je pense que j'ai passé mon prime là-dessus aussi. Mais Anthony, je t'encourage, lance-toi. Je te souhaite du succès. Peut-être qu'avec notre invité, là, je vais pouvoir lui poser des questions ou voir, mais... Tu pourras lui poser des questions parce que justement, on a Louis-Philippe Dalpé de Dulcedo Management, qui est un agent en e-sport qui vient nous parler de toute l'industrie du e-sport, c'est quoi le e-sport, puis qu'est-ce que est l'avenir justement dans l'e-sport au Québec ou dans le monde. Donc Anthony, sans plus tarder, on part ça. bienvenue au podcast Les Éconos, Louis-Philippe. Ça nous fait vraiment plaisir de te recevoir. On a touché un petit peu au domaine des jeux vidéo par le passé, là, dans nos premiers épisodes avec Cyril qui a son propre studio de conception jeux vidéo. Ouais, conception, production jeux vidéo. Mais là, on touche à l'envers de la médaille. Fait que Louis-Philippe, toi, t'es venu pour nous expliquer un petit peu c'est quoi l'univers des jeux vidéo, mais plus précisément le e-sports. Ouais, exactement. Ben, premièrement, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Moi-même, grand fan du podcast. Je trouve ça super cool d'avoir cette opportunité-là. Puis, comme tu l'expliques, le e-sport, c'est un peu une bête qu'on essaie de comprendre un peu dans l'univers même des jeux vidéo, l'aspect compétitif de la chose. Donc, ça me fait plaisir comme agent e-sports et gaming à Montréal de pouvoir parler de ça aujourd'hui, là. Ouais, ben puis écoute, revenons un peu en arrière, là. C'est ce que moi je trouve la meilleure façon de commencer, c'est explique-nous un peu c'est quoi ton parcours puis comment est-ce que tu es atterri dans le e-sports. Ouais, j'ai eu un parcours, je pense, assez atypique pour quelqu'un qui se trouve dans les e-sports. J'ai commencé initialement à bâtir ma division au sein d'une agence marketing vraiment start-up qui offrait des services en B2B très classiques à toutes sortes d'entreprises. Puis moi, j'avais fait une étude de marché à savoir si ce qu'ils offraient pourrait potentiellement intéresser le monde sportif, entertainment, donc aussi le e-sports et l'événementiel. Moi-même, ayant beaucoup mon intérêt dans le gaming, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qu'était la business du e-sports, où est-ce que découlaient les flux de revenus, comment est-ce qu'on pouvait pour faire vraiment découler des profits à travers cette industrie-là. Ce qui en est devenu, c'est qu'après un certain nombre de temps, ça allait super bien mes affaires au sein de ma division. Donc, je l'ai vraiment lancé en tant qu'agence, en tant que tel, avec mon partner, qu'on a appelé C4G Agency à l'époque. Puis, assez rapidement, on a vraiment eu un gros engouement à ce niveau-là. On se rendait compte que les organisations d'e-sports sont bâties par des gens qui sont très passionnés par le domaine, mais qui n'ont pas nécessairement l'expertise business de créer une profitabilité au sein de leur organisation. Donc, c'est vraiment là qu'on venait offrir un support. Puis après quelques temps, on a commencé à avoir des conversations de merger and acquisition ou M&A, comme on appelle, avec la firme Dulcedo Management, qui est dans le Vieux-Port, en fait, à Montréal, qui est une des plus grosses agences de représentation de talent au Canada. Puis ils se sont lancés dans le gaming en 2020. Puis le e-sports a comme toujours été sur leur radar. Puis probablement qu'on va parler gaming versus e-sports, c'est dans ce qui s'en vient. Mais c'est ça, le côté compétitif, ils voulaient développer ça. Donc, je me suis lancé là-dedans. On a fait la vente de l'entreprise à ce moment-là. Puis depuis quelques mois maintenant, c'est ça, j'agis vraiment comme agent à travailler avec les organisations de e-sports. Et évidemment, des créateurs de contenu, des streamers, ce genre de choses-là qu'on peut trouver sur Twitch, là. Ouais. Okay. Puis, ben, justement, lance-toi, tu en as parlé un peu. C'est quoi la différence entre juste des jeux vidéo, du gaming, puis le e-sport? Parce que, tu sais, il y a de la compétition dans les jeux vidéo. Là, tout jeu vidéo qui se respecte a leur propre classement, puis les meilleurs. Mais à quel moment est-ce que là, on parle plus de e-sport?
Ouais, ben en fait, la définition du mot e-sports, ça découle vraiment de ce qu'on appellerait des tournois qui sont organisés de façon structurée. Donc, ce qui se diffère de si, par exemple, tu joues à Call of Duty puis tu joues dans un système de ranking, on est différent de ça parce qu'on est dans une sphère où est-ce qu'il y a un organisateur de tournoi. Ça prend la forme d'équipe contre équipe souvent ou parfois ça va être individuel, dépendamment du jeu. Puis, c'est souvent à titre de gagner pour une certaine récompense à la fin. Donc, parfois, ça va être une récompense en argent, des produits ou quoi que ce soit, versus, encore une fois, si je joue à COD, ben, à la fin de la journée, je gagne rien en échange. Je gagne peut-être une récompense personnelle, j'ai réussi à battre l'autre équipe, mais c'est tout, tu sais. Fait que ça serait comme un tournoi de Call of Duty. Exactement. Donc, le e-sports ne prend pas une forme de, par exemple, est-ce que c'est du amateur, semi-professionnel ou professionnel? Tout ça, on va appeler ça du e-sports en tant que tel, tant que ça a vraiment une forme qui est organisée comme un tournoi en tant que tel. En live ou en... Ouais, ben c'est une bonne question. Ouais. C'est ça va dépendre vraiment du tournoi en tant que tel. Donc, il y en a évidemment que dans le monde du e-sports, on va beaucoup les appeler les minors versus des majors, donc des tournois qui sont de plus petite envergure versus plus grosses. Chacun des titres de e-sports, donc on peut passer à Call of Duty ou peut-être pour les plus anciens, Counter-Strike qui est encore super populaire, ou dans d'autres styles, on a League of Legends ou ce genre de choses-là. Chacun va avoir sa structure de ligue en tant que telle. Donc, il va y avoir des tournois qui vont donner juste un peu de points pour le classement total. Il y en a que ça va être plus. Donc, dépendamment de l'ampleur du tournoi, soit on va juste se retrouver, par exemple, sur le Twitch du studio de jeu de Riot, qui est derrière League of Legends, versus en présentiel dans des grosses scènes où est-ce qu'on va avoir vraiment un stade plein de joueurs et d'équipes qui s'affrontent. Ouais, parce que ça, je pense que c'est une notion qui est super intéressante, puis que moi, quand je faisais la recherche pour le podcast, que j'ai vu que la notion de e-sport se différencie beaucoup par la capacité de quelqu'un qui ne joue pas de le regarder. Versus, comme tout le monde joue chez eux, mais il n'y a personne qui regarde, à part les autres joueurs dans la game, qu'est-ce que tu fais, là? Donc, je pense que c'est ça l'aspect qui est vraiment particulier du e-sport. C'est télévisé. C'est Ou pas télévisé, mais ou, suivi. exactement, regardé, visionné par quelqu'un d'autre. Fait que ça, moi, je trouve ça super intéressant. Puis je me demande un peu, c'est quoi le... Tu sais, parce que les gens souvent disent... puis c'est la critique de Boomer de... Tu regardes quelqu'un d'autre jouer aux jeux vidéo, mais je pense que c'est écoute, la preuve est dans la popularité de ces événements-là. Là. Ben exactement. Puis tu sais, si je pratique un sport traditionnel, qu'est-ce qui m'empêche de regarder le Canadien de Montréal jouer à la télé si moi-même je suis un joueur de hockey? Tu sais, je pourrais toujours faire cette même analogie-là. Ouais, c'est pourquoi le sport, souvent, il va se poser la question, ils vont critiquer le fait de « Ah, le e-sport, c'est pas un sport », ce genre de choses-là. Mais dans la réalité des choses, le e-sport... En fait, les gens qui travaillent dans l'industrie, on s'en fout un peu si c'est un sport ou pas. La seule chose que ça changerait, c'est, je vous dirais, la reconnaissance des entités plus gouvernementales, les subventions qu'on peut aller chercher pour être appuyé à ce niveau-là. Justement, je pense qu'on vous en parliez dans un podcast précédemment, mais le Québec donne un support très important à tout ce qui est technologie, ce genre de choses-là. C'est pour ça qu'on a beaucoup de studios de jeux au Québec, mais le e-sports n'a pas encore ce backing-là. Donc, c'est pour ça que c'est plus difficile. Je parlais de flux de revenus aussi. C'est presque 60% des flux d'une organisation d'e-sports qui découle de la commandite versus dans le sport, on est peut-être à du 30%. Les droits de télévision viennent vraiment aider beaucoup là-dedans. Dans le e-sport, c'est peut-être un 10% seulement. Donc, on est un peu en retard, évidemment, à ce niveau-là. Là. OK. Fait que dans le fond, tu parles des flux de revenus. Comment est-ce que c'est quoi le breakdown? Tu disais c'est à peu près 10% qui vient des commandites, qui vient de la télévision. De la personne, du visionnement, là, dans le fond. Là. Exactement. Donc, on va aussi faire la discernation entre droit de télé versus streaming aussi. C'est deux choses différentes. Donc, je regarde RDS versus je regarde du e-sport sur Twitch, par exemple. Twitch et les autres plateformes de streaming. On peut penser à YouTube Gaming, même Facebook Gaming qui est en déclin d'ailleurs. Là. Twitch, c'est la plus grande plateforme en ce moment? Twitch est vraiment la plus grande plateforme. Est-ce que je serais prêt à mettre ma main au feu que ça va rester le cas? Non. Je pense que ça va devenir YouTube Gaming. Malheureusement, Twitch
Twitch est très, je dirais, ils prennent une grosse cote des streamers en tant que tels, que ça soit les commandites, que ça soit le partage des revenus, ils sont assez serrés là-dessus. Même quand vous faites un événement à travers Twitch? Ouais, exactement. Donc, Twitch va aller chercher justement une bonne part de la tarte à ce niveau-là versus, on parle de peut-être un 40 à 50%, versus du YouTube, on est comme à du 20-30%, puis YouTube donne vraiment ouvre la porte grand ouvert pour si tu veux faire ce qu'on appelle du co-streaming. Donc, tu peux streamer en même temps sur YouTube et sur Twitch, par exemple. Twitch, pendant plusieurs années, ils avaient une exclusivité de la plateforme. Donc, si tu étais un Twitch partner, tu n'avais pas le droit de faire de la diffusion sur d'autres plateformes aussi. Donc, c'est plein de choses comme ça. Puis, en parlant des flux de revenus, c'est ça, comme je disais, 60% des coûts de la commandite. Donc, c'est ce qui fait en sorte que, justement, je pense qu'il y a des agences comme nous, justement, qui viennent aider puis supporter ces organisations-là parce que derrière ces grosses équipes-là, évidemment, c'est des gens qui sont passionnés, mais ils n'ont peut-être pas fait un back en business, des choses comme ça. Puis s'ils n'ont pas ce backing-là, bien évidemment, sont voués à l'échec. Puis on voit justement aujourd'hui plusieurs organisations qui sont très déficitaires à chaque année, malheureusement. Ils perdent plusieurs millions. Mais sinon, c'est ça, comme je disais, les droits de télé, on est à peu près un 10 à 15%. Ce qui fait mal aussi à l'industrie, c'est que contrairement au sport traditionnel, il n'y a pas de stade attitré à une équipe encore aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui existe. Fait que la vente de billets, on voit pas vraiment ça. Tout ce qui est des loges corporatives qu'on verrait plus traditionnellement, c'est pas quelque chose qu'on voit encore. Donc, c'est vraiment les équipes qui se promènent d'un stade à l'autre, dépendamment de où est-ce que les ligues et les tournois les amènent. OK. Puis, y a-t-il des endroits dans le monde où c'est plus populaire, c'est plus... où est-ce que le e-sport, il y a la même cote des sports traditionnels? J'ai des souvenirs de genre StarCraft, là, qui avait des gros giga tournois. Là. Ouais, ben en fait, le e-sports est extrêmement populaire en Asie. Je vous dirais que c'est la place où est-ce qu'on a le plus d'importance à ce niveau-là. Depuis plusieurs années, en fait, en Corée, le e-sports est le sport national du pays également. L'Europe est très, très, très avancée là-dessus. Je pense que justement, il y a eu tout récemment un consensus pour dire que l'Union européenne allait supporter financièrement le e-sports également là-bas. Les États-Unis, ça va quand même assez bien. Je regardais justement par curiosité avant de venir quelles sont les organisations internationales qui ont le plus gros chiffre d'affaires en ce moment, et valuation. Puis il y en a, je pense, 5 des top 10 qui sont aux États-Unis en tant que tel. Donc, sont assez solides. Et évidemment, je pense qu'on va parler du Canada et du Québec. On est extrêmement en retard à ce niveau-là. C'est un peu malheureux. Normalement, par pays, on aurait facilement comme 15-20 équipes professionnelles. Pour chaque jeu? Ou juste en général? En général. Puis aussi, je pense que c'est important de mentionner que ce qui diffère justement du e-sport, du sport, c'est que lorsqu'on va penser aux Canadiens de Montréal, par exemple, on associe tout de suite ça au hockey. Ils font partie de la NHL, ce genre de choses-là. Mais une organisation de e-sports ont plusieurs équipes au sein de l'organisation. Donc, par exemple, ils peuvent avoir une équipe de StarCraft, ils peuvent avoir une équipe de League of Legends, de Counter-Strike, FaZe Clan, qui est une des grosses organisations de e-sports au monde, ont, je pense, 14 rosters qu'on appelle, donc 14 équipes qui compétitionnent. Donc, c'est vraiment beaucoup de monde, sous différentes démographies aussi, ce qui fait en sorte que c'est super diversifié. Mais si je reviens au Canada, justement, je pense qu'on a peut-être 5-6 équipes professionnelles au Canada en entier. C'est vraiment malheureux. Au Québec, on en a juste une qui est vraiment professionnelle, qui est Mirage Esports, qui compétitionne sous Rainbow Six présentement. Là. OK. Puis est-ce que c'est très spécialisé? Comme un joueur de e-sport fait un jeu, puis that's it? Il joue peut-être à d'autres jeux, personnellement. Il doit être le meilleur dans tel jeu, puis il doit être pas pire dans les autres, j'imagine? Ou? Ben, ça va dépendre un peu parce que là, vous voyez, en ce moment, il y a un essor puissant de Valorant, qui est un des nouveaux jeux de Riot, qui est un jeu de shooter. Là. Donc, c'est vraiment, on vient un peu faire un mélange entre le côté un peu cartoon qu'on verrait dans Overwatch et vraiment
old school Counter-Strike. OK. Puis, il y a énormément de joueurs de Counter-Strike qui ont fait le mouvement vers Valorant dans les dernières années parce que c'est les mêmes genres de... Écoutez, je suis pas un joueur professionnel sous aucun point, mais c'est des compétences qui semblent être assez transférables à ce niveau-là. Donc, justement, ils croient plus à ce titre-là, peut-être dans sa durabilité puis sa longévité. Donc, c'est pour ça que ils vont vouloir aller là-dedans. Ils vont penser que les salaires sont plus intéressants. Mais on verra jamais, par exemple, un joueur de League of Legends qui est un MOBA aller vers du Valorant. C'est pas du tout dans la même game. OK. Puis tu parlais de salaire. C'est quoi le salaire moyen de quelqu'un qui fait du e-sport? Il est assez bas. Donc, un salaire moyen dans le e-sports, ça va tourner entre 50 à 60 000 par année. Par contre... Au Canada, j'imagine? À l'international. À l'international, mais la grosse différence, c'est... Je parlais du Canadien, on va parler un peu du hockey, pourquoi pas. Les salaires moyens d'un joueur de hockey, on va parler de plusieurs centaines de milliers. Là. Mais le salaire qui va être public, il inclut pas mal tout, sauf par exemple les commandites personnelles du joueur. Dans le e-sports, on va peut-être avoir 50 à 60 000 de salaire, mais ce qu'on appelle les prize pools, donc quand tu gagnes le tournoi, sont énormes. Donc, c'est là qu'ils vont aller chercher une bonne palette. Par exemple, l'an passé, à Dota 2, qui est un MOBA également, qui ressemble un peu à League of Legends, le prize pool du tournoi international était de 40 millions US. Wow! Donc, une équipe, ça se peut être 40 millions? Non, le package complet. Mais l'équipe gagnante faisait peut-être un 15 à 18 millions. Wow! Donc ça, tu sais, t'as beau faire un 50 à 60 000, mais après, bang, tu tombes directement à 2 millions sur ton salaire suite à ce C'est-tu comme une job à temps plein, être un professionnel des sports? 100%. Donc, c'est là vraiment que dans le titre professionnel versus, par exemple, semi-professionnel, ça veut dire vraiment que à temps plein, ces joueurs-là, ils vont pratiquer leur e-sports dans leur journée, vraiment comme un athlète ferait sa journée. Donc, il va pratiquer, par exemple, un 4-5 heures à son jeu. Ensuite, il va avoir une session peut-être avec sa diététiste, son équipe, du team building. Il va aller au gym. Il va se faire suivre souvent par un thérapeute parce qu'évidemment, il y a plusieurs choses. Il faut rester concentré. Il faut être capable d'être on top of his game, vraiment comme un athlète de sport. Donc, c'est vraiment très similaire dans la façon qu'un horaire de journée va être construit. C'est du coaching pour l'ergonomie, j'imagine. 100%. Wow. Non, c'est vraiment... Quand je faisais la recherche, puis j'en savais un peu déjà, là, mais tu sais, ça brise vraiment les préjugés qu'on a. Tu as considéré un changement de carrière, hein? Quoi? Tu as considéré un changement de carrière? Non, écoute, s'il y a pas quelqu'un qui est pas bon en jeu vidéo, c'est moi, là. Moi, puis on pourra en parler un peu après, mais... T'sais, moi, toute ma vie, j'ai été comme quelqu'un qui regardait du e-sport. J'avais comme Anthony, quand on était plus jeune, puis son frère Thomas, que les deux jouaient aux jeux vidéo, puis moi, je regardais plus que d'autres choses. Je sais pas, j'ai jamais été comme un très gros joueur, mais c'est toujours quelque chose que je comprenais un peu. C'était juste d'être ensemble, puis de parler, puis sans être au contrôle. Là. Fait que le e-sport, moi, j'ai toujours compris ça. Mais moi, j'avais une question par contre. Le e-sport, au final, c'est très compétitif. Il faut que tu sois bon au jeu. Mettons, comparé à du streaming sur Twitch où quelqu'un peut être entertaining, peut être charismatique, puis le monde le suit parce que il est drôle. Puis il est relativement bon au jeu, mais c'est pas nécessairement le meilleur, mais le monde le suit pour d'autres attributs. Ouais, c'est justement un excellent point. Donc, il y a plusieurs études qui sont faites à savoir pourquoi est-ce que quelqu'un va regarder du e-sports versus pourquoi est-ce qu'il va regarder un streamer. Puis les raisons sont complètement différentes. Donc un streamer va vraiment être souvent regardé parce que, comme tu dis, il donne un bon show. Le gars, il est drôle, c'est un humoriste. Il va vraiment avoir le tour avec son audience. Puis ce qui est le fun aussi sur stream, quand on stream, c'est que t'as un live chat aussi. Donc il peut interagir avec sa communauté. Les gens se sentent faire partie d'un groupe aussi. Puis d'ailleurs, on est chanceux. Là, on a actuellement, le 5e plus gros streamer au monde vient du Québec. C'est un gars de Laval qui s'appelle Félix Languiel ou XQC pour les intimes. Puis lui, il a 11,4 millions de followers sur Twitch. Il est
énorme sur la plateforme versus, par exemple, justement, dans le e-sports, là, c'est plus vraiment un aspect de... puis t'en as touché un peu, c'est vraiment aussi d'apprendre des meilleurs et en même temps vraiment pour les mêmes raisons qu'on écouterait aussi le sport traditionnel, c'est de faire le sentiment d'appartenance, ça fait partie de notre ADN, les gens s'associent à ces matchs-là, puis ce qui est super cool aussi, c'est que le e-sports, évidemment, c'est international aussi, donc c'est comme si on suivait notre équipe locale qui va se battre contre d'autres pays, d'autres nationalités, donc les gens viennent vraiment s'associer à ça, puis c'est ça qui est le fun aussi, peut-être à part peut-être le soccer ou des sports comme ça, où est-ce que c'est pratiqué dans tous les pays au monde. Le e-sports, c'est partout. Tous les pays au monde ont des jeux. Il y en a, c'est sûr qu'il va y avoir certaines préférences. Par exemple, l'Asie et le LATAM, le mobile gaming, c'est extrêmement en croissance versus plus les jeux de console. En Amérique du Nord, évidemment, on a un peu plus de sous que certaines de ces régions-là. Donc, les gens peuvent se permettre de se construire un ordinateur à 2500 ou de s'acheter des consoles. Mais c'est ça. Donc, mais malgré ça, justement, c'est cette accessibilité-là, puis ce sentiment de faire partie d'un groupe qui est souvent la plus grande... l'attrait. C'est ça, la plus grande valeur de la chose. Ça me mène à une question. Les gros tournois sont sur quelle plateforme? Genre Xbox, PlayStation ou ordi ou un peu de tout, dépendamment du jeu? Je vous dirais que les e-sports en tant que tels, on est presque à 100% sur... en fait, je vais justement inclure le mobile là-dedans. Donc, je dirais peut-être 70% sur ordinateur, 30% sur mobile. Téléphone? Téléphone, exactement. Donc, fait que presque pas de console. Console, ça n'existe pas vraiment dans l'e-sport. À part si on pense à des jeux qu'on appelle FGC, donc Fighting Games. Eux, un Super Smash. Donc, ça se démode jamais. Les gens sont très fans de ça. Puis, même moins les nouvelles... même moins les nouvelles versions du jeu. Les gens, ils ont adoré la version GameCube. Donc, le e-sports de Super Smash GameCube est super populaire avec les manettes. OK, cool. Comme dans le temps, on verrait sur StarCraft. Donc, très, très proximité. C'est les deux stations, un à côté de l'autre, puis on se combat dans un petit écran. Là. OK. Ah, ça c'est cool. Puis c'est quoi qu'est-ce que tu dirais est le jeu en ce moment, là, le plus gros attrait? Ben, c'est une bonne question parce que ça se décline sur deux aspects, cette question-là. Okay. C'est est-ce qu'on cherche à savoir quel est le titre de e-sports qui a le plus gros prize pool ou celui qui a le plus de visionnement? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est malheureux. C'est pas le même? Non, moi j'aurais pas pensé du tout le même. que... C'est pas du tout le même parce que ce qui est malheureux, puis je vous dirais que ce qui est le plus gros défaut du e-sports est que c'est les producteurs de jeux vidéo, c'est eux qui ont la propriété intellectuelle du jeu en tant que tel. Donc, ils ont le droit de créer la structure financière et opérationnelle autour de leurs organisations qui compétitionnent dans le jeu et même des gens comme vous et moi qui jouent au jeu simplement chez nous puis on veut acheter des petits upgrades pour nos personnages et tout ça, de le faire comme ils veulent. Versus le sport, personne n'a la propriété intellectuelle du hockey. C'est pas quelque chose qui existe. Donc, les gens, ils vont faire partie d'une ligue et tout ça, mais il va y avoir un seuil assez commun, il va y avoir une entente. Donc, dans le e-sports, les producteurs de jeux vont décider à quel point est-ce qu'ils veulent redonner au côté compétitif ou non. Par exemple, à Dota 2, je parlais de 40 millions l'an passé de prize pool au tournoi international. Et ça, c'est expliqué par le fait que tout le long de l'année, lorsque des joueurs ou des consommateurs comme moi qui veulent juste jouer à Dota, qui veulent acheter souvent ce qu'on appelle des skins dans le jeu, là, donc un habit spécial pour son personnage. Il y a peut-être, je ne sais pas exactement la proportion, mais je pense que c'est comme un 30 à 40% du petit 5$ qu'on met qui est mis dans le prize pool à la fin de la journée pour les Worlds. Donc, c'est pour ça que le 40 millions est aussi important. Versus Riot avec League of Legends, eux ont décidé que c'est pas le cas. Donc, le prize pool pour les Worlds, on est peut-être autour d'un 10 millions. Donc, c'est 4 fois plus petit. Mais si on regarde en termes de visionnement, on parle de 4 fois plus gros que dans Dota 2. Donc, c'est prize pool plus petit, plus de visionnement. Donc,
probablement qu'on peut prendre l'hypothèse que Riot fait plus d'argent que... je pense que c'est Valve qui est derrière Dota 2, mais c'est pas retourné au côté compétitif. Donc, c'est ça qui est un peu, malaisant. Tu penserais que plus que le price pool est gros, plus que les gens se ruent, puis plus que les gens se ruent, plus qu'il y a de l'attrait, plus qu'il y a de... Sûrement, mais peut-être qu'ils doivent se dire que League of Legends est tellement un jeu particulier ou qu'ils ne voient pas la compétition. S'il y avait un autre jeu qui ressemblerait, que le monde... qui deviendrait plus populaire, peut-être que là, ils changeraient leur stratégie. Mais ça, c'est intéressant aussi parce que c'est le price pool qui est un peu généré par comme le producteur du jeu vidéo. Moi, j'aurais pensé que les commanditaires de... si moi, j'étais annonceur puis que je vois que League of Legends a 4 fois plus de visionnement, mais c'est sûr que là, je suis prêt à mettre 4 fois plus de budget pour annoncer que ce soit... Oui, ben c'est un bon point aussi parce que là, on est en train de parler d'activation d'une marque dans l'écosystème du gaming aussi. Puis chaque jeu, encore une fois, a pris des décisions à quel point est-ce qu'ils sont ouverts à des industries à venir commanditer et d'autres qui sont un peu plus... justement, vieux jeu, si on veut. Donc, Riot, qui est Ouais, exact. Donc, Riot, par exemple, eux, tout ce qui est betting, la crypto et aussi tout ce qui est cannabis, eux, c'est complètement un non. Puis ce qui est dommage aussi, c'est que, par exemple, si Riot, à travers ces tournois, se font commanditer, par exemple, par un Mercedes, ben, ils vont pas donner la chance aux équipes de se faire commanditer par une marque automobile parce qu'ils disent moi, j'ai l'exclusivité de la catégorie au complet automobile, vous n'avez pas le droit. Donc, ils sont en train de limiter aussi les chances aux organisations d'aller chercher des commanditaires là-dedans versus, encore une fois, un Dota que eux, non seulement ils sont ouverts à ces catégories-là et ils les encouragent parce qu'ils savent que, on va pas se cacher, les compagnies de betting, ils font beaucoup de sous, donc ils ont souvent un cachet plus intéressant à donner aux équipes. Ils vont même donner la chance aux commanditaires de s'intégrer dans le jeu en tant que tel. Donc, virtuellement dans le jeu? Exactement. Donc, par exemple, dans la base de l'équipe en tant que telle, il va y avoir des drapeaux puis des choses comme ça là, autour de la base qui vont être vraiment à l'effigie des marques en tant que telles. Et même les noms des gens dans le jeu, ça va être, par exemple, je pourrais dire Bet99, puis ensuite le nom du joueur en tant que tel. Donc, il y a des intégrations qui sont possibles comme ça. League of Legends le fait, mais seulement sur leur commanditaire à eux. Donc, on voit un peu la différence. C'est un peu l'équivalent aussi. Je sais que le hockey olympique versus le hockey de la NHL, c'est vraiment il y en a un qui est pour le sport, puis un qui est plus pour l'entertainment, puis le profit. Là, exactement. Fait qu'évidemment, c'est là que ça... pour avoir une mauvaise comparaison. Mais là, c'est intéressant ce que tu as dit par rapport à le jeu qui va intégrer dans le jeu, j'imagine, les concepteurs, puis eux-mêmes vont mettre les bannières puis les trucs, mais si on pousse plus loin l'idée, là, dans le futur, puis je sais pas, c'est peut-être loin, là, mais le jeu... virtuel, là, où tu es intégré, là, peut-être que l'e-sport, à un moment donné, tu pourrais être dans le jeu virtuellement? Ben, écoute, ça, je pense qu'on est encore un peu loin de là, mais c'est sûr que ça s'en va, je pense, dans cette direction-là. À ce que je sache, pour le moment, il n'y a aucun jeu VR qui a vraiment une scène e-sports en tant que tel. Je pense que la technologie a encore besoin de se développer, puis il n'y a pas, je pense, une structure de multijoueur encore qui est vraiment au niveau où est-ce que certains autres titres sont présentement. Puis, tu sais, c'est même très rare là, qu'on voit un nouveau titre de e-sports qui sort de nulle part puis qui commence à faire succès du jour au lendemain. Je veux dire, League of Legends, ça fait des années que c'est là. Counter-Strike. Tu sais, les seuls qui vont faire exception à la règle, ça va être justement un Valorant qui est fait par Riot, mais qui ont tellement d'années de connaissances et d'expertise de comment créer une scène e-sports que ça peut fonctionner. Et en ce moment, les compagnies de VR, à moins que justement un Riot se lance là-dedans puis ils créent un jeu en VR, je pense pas que c'est quelque chose qui est au seuil de notre porte. Là. OK. Puis qu'est-ce que tu entrevois qui va être le futur du e-sport? Qu'est-ce qui va...
Mais j'imagine que tu vois un futur là-dedans. Là. C'est ta business. Je te le souhaite pour toi que ça va prendre de l'ampleur. Mais qu'est-ce qui va faire débloquer ou c'est quoi le prochain échelon là, qu'il faut atteindre pour que ça devienne aussi populaire qu'ailleurs. Que le hockey ou qu'ailleurs, là, qu'on rejoigne un peu les... Ben, c'est une excellente question, puis je pense que tu as touché le point quand tu as dit qu'est-ce qui va rendre ça plus populaire, puis par ce mot-là, moi j'entends plus de visibilité. Puis la visibilité, ça passe par aller chercher une autre démographie de gens aussi. Et en ce moment, les gens de 18 à 35 ans sont très tech savvy, donc ils adorent la technologie, ils en consomment à tous les jours. Donc pour eux, regarder du streaming, ça fait partie de leur quotidien. Par contre, si on veut aller chercher une démographie qui est un peu plus, qui sort à l'extérieur de ça, ben ça passe par la télévision. Il y a encore beaucoup de gens qui vont écouter la télé. Donc, comme je parlais tantôt, juste 10%, 20% qui vient des droits de télé. Il va falloir qu'à un moment donné, les postes commencent à comprendre qu'il y a une opportunité à faire là-dedans, qu'il y a énormément de gens qui l'écoutent, puis que ça peut être profitable pour eux. Donc, moi, je pense que tant qu'on n'a pas cette ouverture-là des broadcasting channels, ça va être extrêmement difficile de pouvoir se rendre où est-ce que le sport est, même si, par exemple, là, les Worlds de League of Legends viennent tout juste de terminer. Je pense que en termes de chiffres, c'est comme le 5e événement sportif au monde qui est le plus important en termes de visionnement. Mais si on avait les droits de télé, puis ça passait à TSN, à ESPN, ben là, je pense qu'on pourrait faire un top 3. Là. Wow. Puis est-ce que c'est juste d'attendre peut-être un 15 ans que les 35 ans aient 50, puis que les prochaines générations... la réponse à ça, c'est j'espère pas. J'espère pas. J'espère que ça va se passer plus vite que non. En ce moment, je pense que si on regarde les études juste rapidement, on voit les chiffres, tout est en croissance énorme. Je pense que c'est juste une question de temps avant qu'il y a un poste de télé qui décide de s'enclencher, puis ensuite ça va activer tout le monde. Là. Ça prend juste un pionnier qui comprenne l'opportunité, puis c'est déjà présent en Asie, c'est déjà présent en Europe. On peut écouter du e-sports à la télé là-bas. Donc c'est vraiment l'Amérique du Nord que ça va changer la donne. Comme je disais, 5 des top 10 au monde en ce moment en termes d'organisation d'e-sports. Ça vient de ça. Puis aussi un autre aspect que je pense qui est important de mentionner, c'est qu'en ce moment aussi, je pense que le futur du e-sports va venir de la création de contenu. Le streaming. Exactement. Ouais. Est-ce que chaque joueur de e-sport a on the side, ou on va dire son stream à lui? Non, et ça devrait, par contre. Parce que en ce moment, tu sais, comme agent en gaming et e-sports, moi, je vais pas représenter des athlètes de e-sports, vraiment des joueurs en tant que tels. Parce que, évidemment, tu sais, comme vous devez savoir, un agent va chercher une commission sur le salaire. Je parlais d'un salaire de 50 à 60 000. C'est pas intéressant, tu sais, au point de vue financier. Par contre, si je représente un XQC, comme je vous parlais, Félix de Laval, ben lui, il va faire un salaire dans plusieurs millions par année avec tous les deals en commandite et il stream à tous les jours 5 à 6 heures par jour. Versus un athlète de e-sports qui va juste jouer une fois par semaine puis qu'il ne va pas créer du contenu. Donc, si on commence à développer une tendance des athlètes de e-sports de également créer du contenu lorsqu'ils n'ont pas leur compétition, là, ça va devenir extrêmement intéressant, je pense. Donc, c'est vraiment, il faut commencer à éduquer aussi ces joueurs-là, mais évidemment, il y en a beaucoup qu'ils n'ont pas le côté humoriste, entertainment que d'autres streamers auraient. Donc, c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde. C'est un peu un tu l'as ou tu l'as pas. Là. Mais c'est... nous, d'un point de vue agent et représentation, on préfère représenter des streamers ou dans mon cas, moi, je préfère vraiment plus représenter des organisations de e-sports qui ont sous leur branche des équipes et des créateurs de contenu. Donc, moi, je peux vraiment offrir toutes sortes de choses à une marque qui veut s'initier là-dedans. Puis ça ressemble à quoi une de tes journées? Là, on parle de c'est quoi, tu vas rencontrer des gens, tu regardes pas mal, tu consommes beaucoup de e-sport, de streaming, ou qu'est-ce que ça ressemble ta job? Je te dirais que c'est une journée assez
ça va être très business en tant que tel. Donc, ça va être vraiment... je pense que le mot-clé de cette job-là, c'est de la négociation. Donc, c'est parler avec beaucoup de marques à l'international, leur faire... s'ils n'ont jamais activé dans le gaming, c'est leur faire comprendre les opportunités qui en découlent, la démographie que ça va chercher, vraiment donner des exemples concrets de comment est-ce que leur marque pourrait s'intégrer là-dedans. Puis sinon, ça va être vraiment de venir déterminer quels sont leurs objectifs marketing, juste d'un point de vue global, et comment est-ce que le gaming peut venir répondre à ces besoins-là. Moi, de mon côté, je représente en ce moment une quinzaine d'organisations d'e-sports à l'international. Comme je disais, le Canada, on est assez en retard, donc évidemment, on est limité là-dessus. Puis moi, j'essaie toujours de pas nécessairement aller représenter les plus grosses au monde parce que eux, ils ont un département des ventes et un département partenariat à l'interne. Ils n'ont pas nécessairement besoin de notre aide, mais ceux qui sont ce qu'on appelle des Tier 2. Donc, ils ne sont pas nécessairement les plus grosses, mais ils sont on the verge de vraiment venir exploser. Ils sont très, très talentueux dans ce qu'ils font, mais ils ont juste besoin du petit coup de main pour passer le mot que ils ont beaucoup de gens qui les regardent. Et ça donne des impressions. Puis des impressions, ça se vend à des marques, là. Donc, cool. C'est un peu tout ça. Puis à quel point est-ce que ton implication avec un streamer, par exemple, c'est d'aller chercher des commanditaires versus un genre de mentorat ou de coaching, de dire comme écoute, ça marche, comme ça, je suis capable de le vendre, ou tu sais, ça, fais plus de ça, genre tu vois que tes chiffres augmentent, puis un peu la gestion de leur contenu comme ça? C'est une excellente question parce que justement, si on est une agence qui n'a pas une expertise sur toutes les plateformes de réseaux sociaux et connaître les tendances et tout ça, ça va paraître sur nos talents en tant que tels. Okay. Donc, ils vont pas comprendre, peut-être qu'ils vont le savoir par eux-mêmes à faire leur recherche, mais c'est notre job de vraiment venir les éduquer, leur faire comprendre quelles sont, où est-ce que ça s'en va ces plateformes-là, comment est-ce que l'algorithme de chacune des plateformes répond en ce moment et comment tu peux aller tirer le plus de profit de ça. Tu sais, YouTube dernièrement a sorti les YouTube Shorts. Ça, c'est quelque chose qui est super intéressant côté gaming. TikTok a commencé à sortir des TikTok Live. Donc, maintenant, tu peux faire du live streaming sur TikTok aussi. Donc, ces plateformes-là qui sont vraiment axées jeunes, on vient vraiment les éduquer énormément. Moi, personnellement, je ne vais pas représenter des streamers en tant que tel. Ça va être plus les organisations. Donc, je vais parler avec les dirigeants des organisations d'e-sports ou peut-être leur directeur au partenariat pour leur faire passer des articles, leur donner des conseils. Écoutez, je pense qu'en ce moment, vous avez trop de créateurs de contenu qui sont dans ce jeu-là. Vous vous tirez dans le pied parce qu'on vient juste répondre à une démographie. Moi, à titre d'agent, je pense que ça serait plus pertinent si vous faites juste streamer, je sais pas, du League of Legends, mais là, ensuite, on barre tout à ce qui est des shooters. Peut-être qu'il y a des marques qui veulent s'aligner là-dedans en ce moment. Les compagnies de VPN, ils dévorent des games de shooters. Ils me demandent juste de ça. Ah ouais. Donc, moi, je vais parler à mes brands. Je vais dire, écoute, si tu veux aller chercher des opportunités là-dedans, il faut que tu pousses là-dessus. Puis, évidemment, chaque marque a aussi son seuil de... On n'accepte pas aucun, par exemple, streamer qui est en dessous de X nombre de spectateurs par stream. Donc, je vais dire, il faut vraiment que tu pousses là-dessus parce qu'en ce moment, je peux pas rien te présenter parce que tu mets pas assez de temps là-dessus. Tu sais. Non, c'est super intéressant. Moi, j'ai une autre question, par contre, par les tournois, là, on peut dire en live, il y en a combien par année au Canada ou à peu près, je sais que c'est une question très générale parce que ça dépend du jeu, ça dépend des compagnies, mais c'est ce qu'il y en a chaque mois? En fait, je pense que je vais parler plus des ligues puis des tournois à travers tout ça. Donc, une ligue va probablement être en direct à peu près 8 mois par année, je te dirais. C'est avec un down period de 4 mois pour restructurer l'équipe, faire des échanges de joueurs. Donc, vraiment comme un sport traditionnel. C'est comme un sport traditionnel. Tu as une saison, tu as un tournoi, tu as des match-ups. Exactement. C'est exactement de la même façon que ça fonctionne. Puis tu as des finales. Exact. Donc, on parlait un peu de League of Legends. La façon que Riot a décidé qu'ils allaient créer leur scène compétitive, c'est qu'en ce moment, il y a 5 régions du monde où est-ce qu'ils ont des ligues professionnelles, donc Amérique du Nord, LATAM, Europe, Corée et Asie. Puis
Donc, chacune des ligues a un horaire. Donc, à chaque semaine, ils vont avoir des matchs et tout ça. Ils vont accumuler des points au long de la saison. Et à la fin, il va y avoir les Worlds, donc toutes les meilleures équipes des régions qui s'affrontent pour déterminer quelle est la meilleure équipe au monde. Okay, donc, cool. En termes de nombre, je pourrais pas te dire parce que ça non, dépend énormément d'une ligue Ouais. à l'autre. Là, mais, ça donne une bonne idée. Là. C'est comme le sport. Là. Exact. S'il y a quelqu'un qui dit écoute, ça m'a l'air intéressant, je veux l'essayer. Tu sais, je veux essayer de regarder une compétition. Où suggères-tu que quelqu'un commence? Y a-tu comme un tournoi ou que ce soit un vieux tournoi qui s'est passé il y a 4 ans, dit comme écoute, si t'as jamais écouté du e-sports, comme écoute ça ou écoute, tu sais, admettons tel streamer ou whatever que tu vas voir, là, tu vas comprendre c'est quoi l'attrait ou. Ouais, je pense que le côté gaming, si tu veux commencer à regarder ça, juste promène-toi sur Twitch, puis si t'es québécois, va regarder XQC. T'sais, il donne un show, il y a un bon accent en anglais en plus, donc il est assez drôle à regarder d'un point de vue québécois aussi. Là. Y a-tu des gamers ou du streaming en français? Oui, il y en a énormément. Au Québec, on en a quelques-uns. Nous, on en représente à travers certaines de nos orgs et des gens individuellement. Mais je vous dirais qu'en France, c'est vraiment plus populaire. Donc, eux, ils ont vraiment une grosse scène à ce niveau-là. Mais pour revenir sur ta question de comment commencer là-dedans, là, fait que streaming, je vous dirais, allez voir XQC. Il stream à tous les jours. Là. Il est tough à manquer. On va sur Twitch, on écrit XQC, on va le trouver. Ou sinon, dans le e-sports, là, je pense que ça serait plus intéressant, à moins qu'on joue un jeu en tant que tel puis qu'on veut regarder la scène compétitive de ça. De ce jeu-là. Je commencerais comme ça parce qu'on va vraiment plus comprendre ce qui se passe. Là. Si tu as toujours été un joueur de Mario Bros puis tu vas regarder du jour au lendemain du StarCraft, tu vas rien comprendre de ce qui se passe. Puis c'est évident. Là. Mais si j'avais à nommer un jeu, je dirais qu'il est vraiment simple à comprendre, c'est vraiment Counter-Strike, honnêtement. C'est straight to the point, t'as un fusil, tu tires, puis t'essaies de te viser la tête parce que c'est plus facile à tuer, puis c'est vraiment ça, là. C'est vraiment, je dirais, écouter du Counter-Strike, c'est vraiment le plus facile. Là. OK, cool. Puis, question e-sports de sport, là. Tu sais, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y en a pas mal de... Genre FIFA. Ouais, c'est une bonne question. Madden, whatever. Madden, malheureusement, non, parce que évidemment, le football américain, on a juste ça aux États-Unis puis au Canada, donc c'est assez limité ce qui se fait à ce niveau-là. Mais il y a une grosse scène de FIFA et de NHL. C'est des jeux qui sont extrêmement populaires. Lequel NHL? Celui de l'année, j'imagine? Ouais, souvent, celui de l'année. Puis surtout en Scandinavie, en fait. Le e-sports NHL en Scandinavie est extrêmement populaire. C'est vraiment très, très regardé. Puis évidemment, en Europe, FIFA, c'est extrêmement joué aussi côté e-sports. Puis c'est le fun qu'on parle justement sport et de e-sports, mais justement, si on a pensé à une ligue qui a vraiment compris il y a quelques années qu'il y avait une opportunité à faire là-dedans, c'est vraiment la NBA. La NBA, plusieurs années, ont commencé à intégrer NBA 2K, qui est leur jeu vidéo. Et aujourd'hui, toutes les équipes de la NBA ont une équipe de NBA 2K sous leur aile également. Donc, il y a une ligue de ça. C'est vraiment les équipes classiques qu'on se connaît qui s'affrontent l'une envers l'autre. La NHL, par exemple, eux, c'est vraiment... Ça dépend de l'équipe. Il n'y a pas vraiment une scène encore à ce niveau-là qui est très structurée puis officielle, si on veut. Puis je sais que à avoir parlé avec la NFL, je sais que c'est quelque chose qui les intéresse d'avoir Madden qui commence à avoir sa présence à ce niveau-là, mais je pense qu'ils sont encore un peu réticents. Ils veulent voir que l'e-sport fait ses preuves, je pense. OK. C'est quand même assez méta là, de dire... Tu pourrais regarder vraiment FC Barcelone jouer, mais là, tu regardes quelqu'un d'autre qui joue avec le FC Barcelone dans un autre tournoi parallèle. Là, c'est quand même assez cool. Là. Mettons qu'on a un auditeur là, qui dit « Moi, je suis vraiment bon à tel jeu. » Comment il peut faire pour
y a-tu des try-outs? Y a-tu des... comment qu'il fait pour se prouver que lui est bon dans ce jeu-là? Ouais, c'est une bonne question. Donc, moi, ce que je lui conseillerais de faire, c'est vraiment d'aller regarder s'il y a des LAN events qui sont proches de lui. Donc, par LAN, c'est vraiment t'apportes ton ordinateur, puis ensuite, tu viens compétitionner soit individuellement ou en équipe dans une scène plus amateur. Puis, dans ces tournois-là, il y a souvent des équipes semi-professionnelles qui vont être là aussi, qui vont compétitionner. Donc, pourquoi pas, justement, tu sais, faire un bon score, prouver que tu es talentueux, puis ensuite approcher l'équipe et dire, écoutez, est-ce que vous cherchez quelqu'un? Je serais intéressé à rejoindre une organisation à ce niveau-là. Sinon, par exemple, à League of Legends, si tu es extrêmement bon, puis tu as le plus haut rank, qui est Masters, je pense, en ce moment, il y a des équipes de e-sports qui vont regarder quels sont les joueurs Masters en ce moment, puis ils vont regarder, par exemple, ces joueurs-là sans vraiment qu'ils le sachent, parce qu'évidemment, c'est public, c'est en ligne, tout le monde peut avoir accès à ça. Donc, ils vont venir scouter des joueurs de cette façon-là. Tu sais jamais, peut-être que tu vas te faire écrire. Ou sinon, si jamais tu penses que tu as... en fait, il y a deux façons côté contenu. Là. Soit tu fais vraiment comme un athlète de football frais. Là. Il va faire une compilation de tous ses meilleurs moments. Il va le mettre sur YouTube, puis il va espérer que le monde le regarde. Ça pourrait être quelque chose. Ou sinon, côté streaming. S'il est capable de se lancer dans le streaming, puis vraiment de mettre ses gameplays en ligne, en live, là, je pense qu'il pourrait peut-être intéresser des gens aussi. Je regardais justement, là, quand je faisais la recherche, des compilations, genre de monde qui stream, puis il y a des compilations de comme, genre, Headshot, sur Modern Warfare. Puis, écoute, ça va tellement vite, là, juste de la vitesse qu'ils vont. Je sais pas si c'est accéléré ou non. J'imagine que non, mais écoute, j'avais mal à la tête de regarder ça. Puis c'est des compilations, fait que c'est coupé très, très rapidement. Là, hey, je te dis, là, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a personne qui m'appelle pour me demander de joindre leur équipe. Juste, j'ai de la misère à suivre, juste à regarder. Fait que, non, c'est pas intéressant. Puis quelle est la place, toi, personnellement, là, tu sais, maintenant, avant, t'avais ta propre agence, maintenant, t'es dans une plus grosse agence. Comment est-ce qu'un agent en e-sport est vu? Est-ce que c'est vu un peu comme faut que tu fasses ta place, kid, ou est-ce que c'est vraiment comme non, check, ces gars-là, c'est le futur de. Comment ça dans ta boîte, là, où est-ce que t'es, mais aussi en général dans l'industrie, là, quand t'approches un commanditaire, là, c'est-tu comme. Ouais, dans ma boîte en tant que telle, on a la chance, tu sais, être agent en tant que tel, c'est quelque chose que tu fais quand même quand t'es jeune. Donc, je vous dirais, comme tous les agents, tu sais, l'âge moyen, ça tourne autour de 30 ans, le maximum. Là. Ouais. Fait que c'est tous des gens qui comprennent que le gaming a une importance dans la société. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on fait? Ça, c'est une autre histoire. On pourrait leur demander. Mais ils ont quand même, je pense qu'il y a eu une acquisition, fait qu'il y a eu un merger, fait qu'ils doivent voir la valeur là-dedans, là, quand même. Là. Ça, oui. Ça définitivement. Ils voient que, évidemment, les patrons croient à ça, puis justement, il faut qu'il y ait des investissements qui ont été faits à ce niveau-là. Donc, c'est sûr qu'on arrive avec un certain... ils savent qu'on a un background, là, puis qu'on a de l'expérience là-dedans. D'un côté, plus l'industrie du e-sports, c'est extrêmement difficile de faire sa place dans le e-sport, c'est être reconnu comme quelqu'un qui travaille là-dedans, qui est respecté, malheureusement. C'est tellement niche, c'est tellement authentique et tissé serré que il faut vraiment que tu travailles fort pour que, évidemment, tu es compris comme étant une personne qui mérite d'être là-dedans, parce que c'est une industrie de passionnés, là, évidemment. Ouais. Tu travailles pas là-dedans si t'es pas... si tu manges pas du gaming à tous les jours de ta vie. Puis comme je disais, c'est souvent ceux qui ont créé des organisations, c'est souvent du monde qui game depuis qu'ils sont tout petits, donc ils ont juste jamais vraiment décroché, puis ils ont voulu développer une business autour de ça. Donc, eux, ils vont pas te faire confiance si t'as pas fait tes preuves que t'en vaut la peine, tu sais. Donc, il y a beaucoup de ça, malheureusement, mais écoute, en même temps, ça fait en sorte que c'est vraiment une industrie de passionnés, puis ceux qui le sont pas, ils sont un peu
mis à l'écart de cette façon-là, mais écoute, je pense que c'est pour le mieux, malheureusement, là, mais s'il n'y avait pas des gens qui aimaient autant l'industrie, je pense que ça serait pas aussi le fun de travailler là-dedans. Là. C'est vraiment, initialement, quand j'avais lancé ma division au sein de l'agence que je parlais, c'est à travers ça que je suis tombé en amour. C'est la communauté du gaming. Le monde est tellement... tu le vois qu'il y a une passion là-dedans, puis ils veulent tellement que ça fonctionne. Puis moi, c'est ce qui m'allume énormément, c'est le sourire que tu amènes à tes clients quand finalement, toutes les heures qu'ils ont mis, ça amène à quelque chose, puis il y a une marque qui trouve ça intéressant de s'associer à ça. Versus plus le sport. En tout cas, moi, l'expérience que j'ai eue, c'est des gens qui vont être un peu plus, justement... fermés à toutes sortes de nouvelles intégrations. Ils ont leur marche à suivre. Ils sont très by the book. Mais dans les gaming, on est extrêmement créatif, super ouvert. C'est bon ça parce que souvent, quand tu es passionné, justement, tu as un peu cette réticence-là d'apporter le côté business de la chose parce que, tu sais, par peur que ça va un peu ruiner la pureté de la chose, de dire que non, on game pour le sport, pas pour l'argent, versus ça. Fait que c'est cool que ça, au moins, dans l'industrie. C'est quoi le plus gros challenge que l'industrie fait face en ce moment? C'est-tu le contrôle des studios, le manque de liberté pour le stream? C'est-tu la technologie? C'est-tu les algorithmes des réseaux sociaux? Ah, c'est des bonnes questions. Je dirais que je pense que je vais m'attarder à les deux plus gros challenges. De un, c'est vraiment les studios de jeux. Donc, vraiment la place qu'ils donnent à la scène et à l'écosystème e-sports. Ça, c'est vraiment quelque chose que... J'ai eu la chance de me promener dans plusieurs conférences à l'international. Puis, c'est toujours mis de l'avant par tous les dirigeants d'équipes de e-sports que... il faut qu'ils donnent plus de place. Puis, tu sais, il y en a même plusieurs qui vont pas donner accès aussi à toutes les impressions qui sont générées dans leur ligue et leur tournoi. Donc, les équipes, ils peuvent même pas utiliser ça pour vendre aussi leurs produits en tant que tels. Donc, ça, ça devient vraiment chiant rapidement pour eux. Puis, de l'autre côté, je dirais vraiment... le deuxième plus gros challenge, c'est les baby boomers. Souvent, les directeurs aux commandites, les chefs, les directeurs marketing de grosses marques, ben, c'est des gens qui ont de l'expérience, puis tant mieux, ils ont monté leurs échelons, mais c'est des gens qui sont d'autres générations, donc ils comprennent pas nécessairement qu'il y a une opportunité à faire là-dedans, puis ils préfèrent mettre un 15 millions avec une équipe de sport traditionnelle qui a un taux d'engagement normalement de 5% versus du gaming, on est à 15-20% d'engagement avec tout autant d'impressions pour le quart du prix, tu sais. Donc, c'est vraiment... peu importe comment on leur explique, comment on l'approche, eux, ils ont juste en tête leur fils de 12 ans qui est dans le sous-sol puis qui veut pas sortir de l'ombre puis qui fait juste gamer à longueur de journée, tu sais, mais c'est pas ça, le e-sport. On essaie vraiment de le démocratiser puis d'éduquer ces gens-là qu'il y a une opportunité là-dedans. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de... en ce moment, on voit qu'il y a vraiment une ouverture des agences de relations publiques qui s'occupent de budget marketing de grosses marques. Eux sont très ouverts. Donc, nous, dans notre quotidien, on va beaucoup plus faire affaire avec des agences de PR rendues là parce qu'ils savent qu'il y a une opportunité là-dedans. Puis, on va juste... même pas passer par la marque. Puis souvent, la marque nous dit non, mais l'agence de PR qui manage leur budget nous dit oui. Fait que, tu sais, c'est un peu contradictoire. Là. Ouais, puis c'est beaucoup de... Tu sais, c'est une affaire de jeunes aussi. Là. Moi, je le vois avec... tu sais, comme mes petits cousins qui regardent du monde jouer à... que ce soit Minecraft ou que ce soit League ou que ce soit... c'est quoi l'autre jeu? Un shooter ou... Ouais, comment... Tu sais, c'est Battle Royale... Fortnite, exact. Fait que je les vois regarder, mais tu sais, ça, c'est un marché qui est pas sur le marché du travail encore. C'est pas un marché qui a tant d'argent à dépenser. Fait que les marques aussi, j'imagine que plus ça va aller, plus ça va. Ces gens-là vont avoir une job, vont être acheteurs de n'importe quel produit. Là, fait que c'est ça, c'est un beau challenge, mais comme tu dis, il faut que ça change plus rapidement que juste le monde vieillisse. Ben exactement. Puis justement, il y a beaucoup d'universités en ce moment à travers la planète qui sont en train de développer des bacs même sur le e-sports, puis pas non seulement sur juste comme la business du e-sports, mais vraiment tous les aspects. Donc,
quelqu'un qui a toujours été un fan de jeux vidéo, de gaming, puis qui n'a jamais vu vraiment un intérêt ailleurs. On le voit souvent chez les jeunes, là, que ça peut même être un problème, mais pourquoi pas y faire carrière là-dedans puis comprendre les opportunités qui peuvent être faites, que ce soit en production, en événementiel, justement être plus team manager, coach d'une équipe, plus marketing, vente. Fait qu'il y a vraiment plusieurs aspects. Autant que il y a beaucoup, ça fait des années qu'on voit des bacs en marketing du sport, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Pourquoi pas avoir la contrepartie en e-sports? Donc ça, c'est quelque chose évidemment qui... Ou même en ergonomie, en nutrition, en... c'est comme un thérapeute sportif, mais thérapeute e-sports. Exactement. C'est un peu... J'avais commencé ma question, mais le préjugé de un jeune qui reste chez eux dans son sol à boire du Red Bull puis manger des chips. C'est pas ça. Là. Les athlètes professionnels sont vraiment... sur un programme super rigide. Là. Ouais, ben c'est ça. Ça va être plus les joueurs amateurs ou semi-pro qui vont avoir plus ce stéréotype-là, mais quand on monte à une scène pro, ben on est dans une autre game, là, évidemment. Ah, écoute, moi je trouve ça super intéressant. Je pense que les gens ont beaucoup à gagner, je pense, à développer ce marché-là parce que c'est un peu un domaine d'avenir, puis un domaine qui, au Québec, est surprenamment pas plus populaire, considérant la présence de l'écosystème jeux vidéo à l'intérieur de Montréal. Donc, moi, je vous souhaite que les subventions puis les joueurs, les partenaires se développent de plus en plus au Québec. Là, donc, ouais, ben je le souhaite aussi. Puis je pense que les gens derrière les organisations semi-pro et la seule équipe pro qu'on a au Québec le souhaitent également. Mais tu sais, c'est comme tu le dis, au nombre de studios de jeux qu'on a au Québec, c'est étonnant de voir qu'on a seulement autant d'implications. Puis j'ai la chance de faire partie également de la Fédération québécoise des sports électroniques. Donc, on est vraiment dans le niveau académique et scolaire. Puis on pousse beaucoup pour qu'il y ait pas nécessairement des programmes académiques sur le gaming. Ça ne touche pas vraiment à notre mission, mais c'est vraiment plus développer une infrastructure de compétitivité à travers les universités, à travers les cégeps pour qu'on développe la relève de demain d'athlètes de e-sports qui viennent du Québec en tant que tel et qu'on soit pas obligé de les shipper à l'international par la suite, de développer des équipes qui sont locales. Mais des fois, ça prend justement une personne qui explose dans le milieu, comme un peu on l'a vu avec le UFC au Québec. Quand que Georges Saint-Pierre est devenu populaire puis champion du monde, c'est là que le UFC a vraiment explosé au Québec. Il y en avait tout le temps, il y a toujours eu du monde qui suivait ça avant que Georges soit là, mais c'est ça qui fait des fois que c'est peut-être ça là, justement qu'il y ait un joueur québécois un joueur qui se démarque ou bien qui se démarque exactement ou même un nouveau jeu qui va se développer là, qui va être plus conçu pour le e-sport ou pas conçu, mais comme tu dis là, c'est un gros roadblock là, les développeurs de jeux qui sont moyens intéressés au final au e-sport. Pourquoi au final ils sont moins intéressés? Ils veulent le contrôle de leur jeu, ils veulent que le monde continue à jouer individuellement sans qu'il y ait de tournoi. Ils veulent définitivement le contrôle de l'image. Ils veulent pas donner la chance à n'importe qui de créer un tournoi puis ensuite de venir entacher l'image du jeu à travers le fait de mettre ce qu'on appelle leur licensing sur le tournoi. De un. De deux, ils veulent de l'argent. Donc, ils veulent le plus gros bout du bâton. Ils sont pas extrêmement... community-driven, ce qu'on pourrait dire, là, de venir redonner à toutes les organisations qui participent au jeu. C'est un mystère, je te dirais, pour les gens qui sont dans l'e-sports, de comprendre ça. On parlait plus tôt dans le podcast de les revenus e-sports et tout ça. Cette année, on est à peu près à, je pense, 1,3 milliard pour le e-sports, mais le gaming, c'est des centaines de milliards. Donc, c'est vraiment différent aussi à ce niveau-là. Puis c'est malheureux. Donc... Mais non, ça va contre toute logique. Là. Tu penserais que ça donne plus de visibilité au jeu en tant que tel. Là. Tu sors un jeu, tu veux qu'il soit le plus joué possible. Puis plus qu'il y a des professionnels qui jouent à League, plus que les gens veulent l'acheter League puis jouer aussi. Puis je sais pas c'est quoi peut-être changement de mentalité encore une fois, là, de dire faut que les gens s'y mettent. Là.
Ouais, ben là, vous voyez, tu sais, je parlais tantôt un peu de Valorant, qui est le nouveau jeu de Riot. Là, eux, c'est... Puis tu parlais, tu sais, est-ce qu'il y a des jeux qui sont conçus pour les sports? Ce jeu-là a été conçu essentiellement pour le e-sport. Tu peux pas y jouer si tu joues pas en ligne en multijoueur. Donc, c'est vraiment... dès que tu veux jouer, il y a un système de ranking automatiquement, puis c'est vraiment poussé pour ça. Puis là, on voit qu'il y a une ouverture plus de Riot de venir intégrer aussi les commanditaires des équipes dans le jeu. Puis aussi, ils ont créé je pense qu'ils ont créé un skin pour leur dernière compétition où est-ce que ils donnaient tous les profits qui étaient générés du skin. Il y avait des proportions qui étaient données aux équipes par la suite. Donc, je pense qu'ils commencent à comprendre qu'il y a une frustration là, envers ces studios-là. Puis, justement, j'étais à une conférence avec mon ancien partner à Washington dernièrement. Puis, tu avais T'avais une personne qui travaillait dans le studio de jeu de Halo, puis il s'est fait blaster tout le long de la conférence, malheureusement. Le monde venait le voir et dit « Pourquoi est-ce que vous ne donnez pas notre accessibilité? » C'est vraiment, il y a vraiment une grosse grogne à ce niveau-là. Ouais. Donc, je pense que c'est juste une question de temps avant qu'il y ait vraiment un shift. Là. OK. Oh, ben écoute, c'est super. Moi, je trouve ça tellement intéressant. C'est tellement quelque chose que on voit pas souvent. Fait que je te remercie beaucoup d'être venu sur le podcast. Ben, ça me fait plaisir. C'est vraiment un plaisir. Si les gens veulent te contacter puis qui ont bien de l'argent à dépenser puis dire moi, je veux commanditer des e-sports, comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre? C'est quoi la meilleure façon? Je vous dirais sur LinkedIn. Je suis vraiment quand même assez actif sur LinkedIn. Donc, Louis-Philippe Dalpé, vous allez sûrement me trouver. Puis, non, c'est ça. La meilleure façon, ça serait là. Bon, ben c'est super. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast, Les Éconos. Ben, merci beaucoup à vous, les gars. Merci.